Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante. Elle est hyper simple. Est-ce qu'on peut encore investir dans l'immobilier de haut rendement à crédit en 2023? C'est une question, j'ai voulu organiser cette conférence sur cette thématique parce que c'est une question qui revient régulièrement où on se demande effectivement, voilà, avec toutes les évolutions, est-ce que il y a encore de la place finalement pour faire ces investissements? La première chose, en fait, effectivement, c'est tout ce qui est lié à l'inflation, où on voit que les coûts augmentent, les charges augmentent, et finalement que la rentabilité des investissements est progressivement grignotée par des charges de plus en plus importantes. La deuxième, écoutez, c'est que nos amis de Bercy ont finalement une fiscalité qui est de plus en plus forte avec finalement un contexte qui est voilà, de plus en plus anxiogène, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, on sait que il y a de plus en plus de contrôle et que finalement, sur la marge qu'il pouvait y avoir dans les investissements locatifs, c'est une marge qui est en train de disparaître. Et pour terminer, on a ce côté un peu transition énergétique où aujourd'hui, voilà, les normes, les classes, etc., posent vraiment question. Le sujet, en fait, aujourd'hui est assez simple. En plus de ça, on a les taux qui augmentent, taux bancaires où vraisemblablement, aujourd'hui, on est autour de 3%, un petit peu plus de 3%. Et d'ici à la fin de l'année, on s'achemine probablement vers des taux qui vont dépasser les 4%. Alors, dans ce contexte, effectivement, est-ce que investir dans l'immobilier est toujours faisable? Est-ce que c'est l'Eldorado qu'on a connu pendant les 10, 15 dernières années? C'est la question qui se pose. À mon sens, on va le voir ensemble pendant la conférence, mais on est sur quelque chose où, effectivement, on est sur quelque chose où je pense que on peut encore continuer à investir dans l'immobilier, le tout étant voilà, de bien s'entourer pour ne pas avoir de difficultés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, où on va passer ensemble, je pense, entre 30 et 45 minutes en fonction des questions-réponses, il y a cette question qui revient de se dire, voilà, pourquoi nous écouter? Et à la fin de la conf, je vais vous montrer vraiment un exemple tangible qui permet de réaliser quasiment 10% de rentabilité et qui finalement est vraiment quelque chose qui fonctionne. Avant ça, je vais me présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je m'appelle Teddy Alcide, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2011 et mon job, c'est d'aider les clients à résoudre leurs problématiques financières, préparer l'avenir, mettre l'argent à leur service et non l'inverse. Pour ce faire, j'ai étudié à Mines Télécom, un premier master, un deuxième master à Paris Dauphine, et puis je suis titulaire d'une carte de transaction immobilière. On est enregistré à l'ORIAS pour les opérations d'assurance, de banque et de finance, et bien sûr, nous sommes assurés dans le cadre de nos activités. Notre mission principale chez Cash Academy, c'est d'aider les leaders français à devenir le pilote de leur patrimoine pour le développer, l'optimiser et le transmettre en toute sérénité. Pour, euh, pourquoi cette mission? C'est parce que très souvent, quand on discute avec les gens, il y a toujours cette question qui revient de mais qu'est-ce que le patrimoine? Et si vous voulez, le patrimoine, le premier truc qu'on oublie souvent, c'est que on parle du capital humain, donc c'est-à-dire notre capacité à travailler, notre capacité à être en bonne santé, notre capacité à générer potentiellement de la richesse. Deuxième capital, le capital financier, c'est l'essence qu'on met dans la voiture pour atteindre nos objectifs. Troisième capital, l'immobilier dont on va parler ce soir, avec la possibilité de se loger ou de créer des revenus complémentaires. Quatrième capital, le patrimoine professionnel. Et puis le cinquième, les biens divers. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, la gestion du patrimoine, on pourrait dire la gestion des patrimoines, c'est d'avoir une vision d'ensemble de ces cinq items et d'arriver à les gérer de concert pour arriver au résultat. L'idée, en fait, souvent que les clients peuvent se demander et peuvent rencontrer, c'est que dans une vie, on rencontre des phases patrimoniales où on va épargner, capitaliser, investir, diversifier, sécuriser, créer des revenus complémentaires et transmettre. Et dans chacune de ces phases, on a des règles à suivre qui ne sont pas exactement les mêmes et qui permettent d'avoir des résultats. La clé, c'est ce qu'on vous marque en bas du slide, c'est de la clarté, de la vision et de l'action. Pour arriver à ce résultat, on a 7 métiers.
de la formation, du conseil, de l'assurance, du placement, de l'immobilier, du courtage en crédit et de la défiscalisation. Alors, après cette introduction rapide sur nous et notre métier, revenons à notre sujet phare, l'immobilier en 2023 pour générer du cash flow. Est-ce qu'il faut vraiment encore aujourd'hui y aller? Alors, la réponse, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que oui. Par contre, effectivement, il faut avoir en tête qu'on est sur un processus qui est très encadré et sur lequel c'est très intéressant d'être bien accompagné. Premier point dans ce processus, il faut trouver un bien. Deuxième point, il faut vérifier le bien. Troisième point, il faut vérifier le marché. Et c'est bien deux choses distinctes. Vérifier le bien, vérifier le marché. Parce que le bien en tant que tel peut avoir des choses qui font qu'il va être disqualifié, alors que le marché était très bon. À l'inverse, le bien peut être exceptionnel sur un marché pourri, et forcément, vous l'avez compris, ça ne marchera pas. Ensuite, on fait une proposition d'achat. Dans la proposition d'achat, il ne faut pas hésiter à être le plus précis possible pour être encadré et se protéger correctement. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle finalement la signature du compromis. Et ensuite, finalement, on arrive à la phase où il faut lever les conditions suspensives pour enfin arriver à l'acte authentique. Dans ce processus encadré pour faire de l'investissement immobilier, il y a beaucoup de personnages clés qui peuvent intervenir. Le premier qui me semble évident, c'est l'agent immobilier en transaction. Aujourd'hui, en fait, vous avez la chance d'avoir tout un ensemble de gens qui travaillent à la commission et qui ont énormément de compétences. Et quand on est acheteur, c'est dommage de se priver du service que peut amener l'agent immobilier, à mon sens. Ensuite, bien sûr, vous avez le notaire qui va vérifier l'état du bien, les hypothèques, et qui va vous accompagner sur toute la partie juridique. Il faut aussi avoir recours, à mon sens, dans ces investissements immobiliers, à des experts en travaux pour être sûr de ne pas tomber sur un problème de toiture, par exemple, ou de fuite. Et donc, avoir un panel d'experts à sa main est vraiment quelque chose, à mon sens, d'important. Vous avez forcément le gestionnaire de patrimoine. J'aurais pu me mettre en premier, mais bon, il fallait quand même faire preuve de modestie. Non, le gestionnaire de patrimoine, il peut vous aider à vérifier, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans l'exemple, est-ce que le projet que vous avez face à vous, il respecte les critères qu'on a vus ensemble, et surtout, est-ce que le projet correspond finalement à vos objectifs personnels. Vous avez des agences de gestion locative, pareil, qui sont, à mon sens, de vrais atouts à aller solliciter pour avoir une vraie écoute du marché sur la capacité à remplir, la capacité à gérer. Vous avez le syndic de copropriété quand il y en a un, et croyez-moi, le syndic est une mine d'or. Vous avez éventuellement le courtier, j'aurais pu mettre le banquier, et j'espère, j'ai oublié de mettre le banquier sur les slides, et donc s'il y a des banquiers qui nous regardent, normalement non, mais je vous prie de m'excuser pour le coup. Et puis pour terminer avec toute cette information autour de la rénovation énergétique et des diagnostics, forcément, le diagnostiqueur est un personnage clé. Voilà, il faut avoir en tête ce processus et surtout avoir en tête que c'est des achats qui prennent du temps. Moi, j'ai des clients qui ont vraiment réalisé de très belles affaires et régulièrement, pour réaliser des belles affaires, bah, il faut savoir prendre le temps de l'analyse pour arriver au résultat. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous reparler de 3 stratégies d'enrichissement qu'on trouve avec l'immobilier. La première, en fait, basiquement, c'est d'acheter en fait pour capitaliser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez des biens que vous allez garder à long terme parce que vous les occupez, parce que vous les louez, peu importe. Et en fait, si vous voulez, quand vous êtes dans ce type de bien, le but, c'est que c'est pas forcément de faire une rentabilité, mais c'est plutôt d'avoir quelque chose qui s'autofinance parce qu'on sait qu'on est sur des véhicules qui vont continuer à prendre de la valeur dans le temps. C'est souvent ce qu'on parlait, on parle d'investissements patrimoniaux, et notamment, c'est pour ça que on va avoir tendance à conseiller aux gens d'aller investir, par exemple, dans Paris. Alors, c'est peut-être moins vrai, il y a un débat avec la situation du moment, mais Paris a toujours été vu comme une ville où on peut faire des investissements patrimoniaux. Si on ne parle pas que de Paris, pour nos amis provinciaux qui nous écoutent, globalement, d'une manière générale, les cœurs de ville sont généralement des coins où effectivement on paye
plus cher au mètre carré, mais avec finalement une vraie qualité de service, quoi, pour le coup. Le deuxième point, alors je vous ai mis volontairement l'image de la banque où on retire du cash. Le deuxième type d'investissement, cette fois-ci, c'est d'investir dans des biens qui ne sont pas forcément très bien situés, mais qui vont avoir des rentabilités à 8, 9, 10, 11, 12% mensuels et qui vont donc vous délivrer de façon certaine tous les mois un billet de grande qualité qui vous permet généralement de compléter votre vie ou même d'être un revenu principal, voire pourquoi pas d'être rentier. Ça, c'est la deuxième grande stratégie. La troisième, c'est le fameux flip, pour le coup, où vous avez aujourd'hui pléthore de marchands de biens qui font des achats-reventes. Et d'une manière générale, je crois que il y a une étude qui est sortie l'année dernière où on nous disait qu'en France, le marchand de biens, en moyenne, fait 17% de rentabilité sur une opération, sachant qu'après, il y a plusieurs types d'opérations. On peut juste acheter, revendre, acheter, transformer, revendre, acheter, découper, revendre. On a pas mal de sujets et à l'occasion, on se fera un plaisir de faire peut-être un point uniquement là-dessus. Euh, se pose aussi souvent quand on parle d'investissement cette question plutôt neuf ou ancien. Alors, bon, bah, pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que historiquement, ça fait une petite dizaine d'années que je vends du neuf. Donc, ce serait peut-être trahir la famille que de dire que le neuf, c'est pas la solution à tout. Bon, vous l'avez compris, la vérité, c'est qu'en en fait, le neuf a des qualités et a des défauts, l'ancien a des qualités et des défauts. Le neuf, sa grande qualité, c'est que finalement, généralement, dans les 10-15 premières années, on n'a pas de travaux, la dépense énergétique est faible, on est vraiment sur des biens qui vont tourner tout seuls et qui peuvent être assez facilement des biens patrimoniaux qui demandent peu d'entretien, peu d'accompagnement, etc., etc. Par contre, le neuf a des défauts. Le premier, c'est que c'est pas disponible tout de suite parce qu'il faut construire. Le deuxième, c'est qu'avec l'inflation et les prix des matériaux qui grimpent, on est sur des prix qui sont des fois 40% au-dessus du prix du marché. Alors, c'est assez classique d'avoir des prix qui sont 20% au-dessus du prix du marché parce qu'on est sur des biens qui sont voilà, généralement bien bâtis, bien construits, faibles dépenses énergétiques, donc ça se justifie. Quand on commence à atteindre du 40-45% au-dessus du prix du marché, on peut se demander si c'est pertinent d'aller dans cette direction. Et si vous voulez, pour le coup, voilà, donc finalement, le neuf, quand on essaye de faire de la rentabilité, c'est plus compliqué. Et puis, bon, dans le neuf, le dernier avantage qu'on peut trouver, c'est qu'on a effectivement potentiellement le côté défiscalisant qui peut être la cerise sur le gâteau. À l'inverse, on a l'ancien. Bon, je me suis amusé, vous avez compris, j'étais inspiré. J'embrasse tous les agents immobiliers qui nous regardent. Naturellement, vous ne vendez pas que des granges, nous sommes complètement d'accord. Non, l'ancien, en fait, c'est basiquement des choses qui ont été construites, qui sont déjà construites. Gros avantage de l'ancien, il y a une offre qui est beaucoup plus grande. On peut trouver vraiment des pépites et des opportunités extraordinaires, notamment dans les successions, dans les divorces, voilà, dans les changements de vie rapides, etc. Il y a des gens qui veulent juste se débarrasser et donc on peut vraiment trouver des pépites extraordinaires. Le défaut de l'ancien, par contre, c'est que généralement, on peut avoir des aléas plus forts. Il faut faire attention sur la partie travaux et être vraiment accompagné, à mon sens, par des experts pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, vous l'aurez compris, s'il fallait vraiment faire de la capitalisation, le neuf amène beaucoup de choses. S'il faut faire vraiment de la rentabilité ou pourquoi pas de l'achat-revente, naturellement, c'est plutôt sur l'ancien qu'il faut se positionner. Euh, Avant de se lancer dans une opération immobilière, finalement, on a 7 risques à évaluer. Le premier risque, c'est la localisation. Parce que finalement, si votre localisation est mauvaise à l'intérieur de votre rue, de votre quartier ou de votre ville, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui voulait acheter un bel appartement sur Boulogne, finalement, donc dans le 92, ville plutôt sympathique. Difficulté, à 100 mètres, ils ont installé un foyer pour jeunes travailleurs qui finalement sont très portés sur la bouteille et qui ont même tendance à installer le soir des canapés dans la rue et à faire
Bon, voilà, des apéros géants, on va dire ça comme ça. Vous vous doutez que pour l'investisseur ou pour l'acheteur qui veut mettre 800 ou 900 000 euros dans l'appart qui est juste à côté, ah bah en fait, finalement, tout d'un coup, l'appart perd en valeur. C'est pour ça que finalement, la localisation est vraiment quelque chose d'hyper important. Dans certaines villes, par exemple, le quartier est très bien, mais d'un quartier à un autre, par rapport aux axes sur la route, on peut se retrouver avec 10 ou 15 minutes de plus de bouchons. Et donc, finalement, vraiment, cette localisation, elle est à analyser de façon précise en allant sur le terrain, en passant à des heures différenciées. Il ne faut pas juste aller à l'heure qui arrange la personne qui vous fait visiter. Il faut y aller le soir, la journée, le matin pour voir est-ce que les conditions changent, etc. Ce qui permet d'avoir une bonne idée de la situation réelle du bien. Le deuxième point, effectivement, c'est la variation du marché. Aujourd'hui, par exemple, typiquement, on est dans un marché où finalement, du fait des taux qui montent, du fait de tout un ensemble de facteurs, on est sur un marché qui finalement est en train de se durcir. Et donc finalement, les prix qu'on pouvait espérer il y a encore quelques années, bon, on les espère plus aujourd'hui. J'ai un couple de clients dans une belle rue de Paris, la rue de Rivoli, qui ont un appart qui a été, qui voulaient vendre, alors qu'ils n'ont pas encore vendu et qu'ils ne vendront peut-être pas. Mais il y a 3-4 ans, on leur faisait des évaluations à 2,4 millions. Aujourd'hui, la dernière en date, elle était à 1,7 million. Et alors que l'appartement est toujours le même, si ce n'est que, entre-temps, finalement, le marché parisien n'est pas le même qu'il y a 3-4 ans. Et donc, si vous voulez, ne jamais oublier que souvent l'immobilier, c'est quand même un marché sur un temps long et que des fois, bah, il y a des tendances où effectivement, comme on l'a connu dans l'immobilier, on va dire de 2012 à peut-être 2020, 2021, on était sur un marché qui était haussier et que là, on est vraisemblablement dans la phase du cycle qui est baissière. Troisième point à regarder, qui est très important, c'est la typologie du bien et comment il peut être utilisé et comment il peut potentiellement se dégrader. J'avais un client qui avait le sentiment d'être tombé sur la pépite extraordinaire, il l'a d'ailleurs acheté. 6 mois après, il me dit, je suis très ennuyé, Teddy, parce que j'ai beaucoup d'infiltration dans l'appartement, ça cloque, ça moisit, etc., etc. Et donc forcément, le bien se dégrade et mécaniquement, pour le revendre, ça peut potentiellement poser un souci. Quatrième point, les frais imprévus. Bon, bah, par exemple, hausse des taxes. Je crois que la taxe foncière dans certaines villes a cru de quasiment 62%. Alors, elle n'avait pas progressé dans les années antérieures, mais elle a tellement progressé que si vous ne l'aviez pas anticipé dans vos calculs, vous pouvez passer d'une opération hyper rentable à une opération qui devient délicate. Cinquième point, la vacance locative. Donc, c'est-à-dire qu'entre le départ d'un locataire et son remplacement, il peut, dans certains marchés, s'écouler 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, en ayant en tête qu'effectivement, dans les grandes agglomérations, plus on a de la population, moins ce risque de vacances est fort. Et c'est là où, après, il faut aller rentrer dans le détail des zones géographiques pour regarder, effectivement, est-ce qu'on est dans une zone où on va avoir de la population qui va potentiellement venir. Alors, gare aux idées reçues, hein. J'ai des clients qui ont fait des investissements en province. Là, tout à l'heure, je vais vous montrer un investissement en province aussi, où on pourrait se dire de facto que la vacance locative va être forte. Et puis finalement, quand on creuse les chiffres et qu'on interroge les différentes parties prenantes, on se rend compte qu'il y a des coins où ça fonctionne très bien parce que soit il y a un bassin d'emploi, soit c'est un coin qui est recherché pour telle ou telle raison. Le sixième point, dans une opération de cash flow, le loyer impayé, forcément, vous vous en doutez. Donc ça, effectivement, on peut s'assurer, mais au-delà de s'assurer, on a des coins où on a des typologies de clientèle qui sont finalement plus ou moins susceptibles de nous amener dans ce type de situation. Et ça fait partie des infos, des informations qu'il faut aller glaner sur le terrain. Et puis pour terminer, cerise sur le gâteau, changement de réglementation. Effectivement, la meilleure illustration, c'est ce qu'on vit actuellement avec les normes énergétiques, où d'un côté, on peut être ravi que le problème soit pris en main, de l'autre côté, on peut avoir le sentiment de se retrouver dans une situation qui finalement, même si elle devait arriver, et peut être vécue un peu comme quelque chose d'un peu punitif, parce que mené tambour battant avec des règles qui peuvent être interprétées. En tout cas,
l'objectif de ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était vraiment de vous montrer, quelle que soit l'opération que vous faites, ces 7 risques sont à passer en revue avant de démarrer. Alors, je vous donne un exemple. C'était la promesse de la journée, qui était de vous présenter un exemple d'un immeuble qui réalise quasiment 10% par an depuis plus de 5 ans. L'idée n'est pas que vous achetiez ce bien. Si vous avez envie de l'acheter, vous me passez un coup de fil, on en parle. Mais le sujet est surtout de vous montrer un exemple qui, à mon sens, fonctionne et qui, derrière, peut vous permettre de nourrir votre réflexion pour ensuite, pourquoi pas, vous projeter et aller vous-même chercher des opérations de cette nature-là. Euh, donc, le bien est vendu par un marchand de biens qui, dans le cadre d'une restructuration patrimoniale et d'un autre investissement, doit vendre pour récupérer à peu près 300 000 euros. On parle d'un immeuble à usage locatif qui est situé à Voves, les villages, dans le 28, pas très loin de Chartres. Le sujet porte sur 3 appartements, un ensemble commercial, un local commercial, et l'ensemble est loué. L'idée, en fait, c'est que donc vous avez au rez-de-chaussée le local commercial, au premier étage, vous avez un studio et un F3, au second étage, vous avez un F4, en extérieur, vous avez une grande cour avec la possibilité de garer des véhicules. Bon, vous avez globalement 69 mètres carrés, 19 mètres carrés, 53 mètres carrés, 78 mètres carrés. On est grossièrement sur un peu plus de 200 mètres de 200 mètres carrés. Je vais juste refaire mon petit calcul pour être précis avec vous. Et donc, on est sur 219 mètres carrés. Maintenant, en fait, vous avez la situation géographique, hein, classiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une ville à peu près de 4000 habitants, pour le coup. On a quelques infrastructures avec plusieurs supermarchés, une piscine, voilà, il y a quelques infrastructures publiques, et on va retrouver, voilà, une vision un petit peu plus large où vous avez joyeusement la gendarmerie, le gymnase, la piscine, voilà, 4000 habitants qui sont présents à l'intérieur de cette ville. Globalement, aujourd'hui, comment est occupé le bien? Le marchand de biens le possède depuis une dizaine d'années. C'est loué sans discontinuer depuis 5 ans, globalement, avec, et là, vous avez les dates d'arrivée, les loyers hors charge, les charges qui sont prises. Et donc, vous voyez que mensuellement, vous arrivez à un loyer de 2086,51 hors charge, sachant qu'on est sur une location nue pour l'instant, pour le coup. Là-dessus, bon, bah, comme l'immeuble est en monopropriété, il n'y a pas de syndic. Sur les diagnostics, au niveau de l'amiante, vous avez une toiture ardoise fibro, et puis pas d'amiante dans le reste de l'immeuble. Et puis vous avez un DPE avec un logement classé en G, un studio classé en F, un F4 classé en E, pour le coup. Derrière, on vous donne les frais. Taxe d'ordure ménagère, 1882 euros, la moitié est remboursée par le local commercial. Voilà, quelques photos. Bon, vous l'avez compris. Je vous fais pas l'article. Voilà. Tadam. Ah, pas de photo. Ça, c'est le F4 pour le coup. Et puis l'extérieur, vous avez l'avant et vous avez l'arrière avec l'espace pour garer les voitures. Alors, potentiellement dans les travaux, si on installe un ballon thermodynamique et puis si on isole les murs de l'intérieur pour le F3, on peut gagner potentiellement 1 ou 2 lettres. Et pour terminer, ce qui nous intéresse, le prix. Donc, on est à 285 000 euros, c'est une rentabilité à 9,16. Les frais de notaire ne sont pas de 216 000 euros, mais uniquement de 21 600 euros. Et donc, on vous explique que dans la zone géographique, finalement, il y a des immeubles qui sont un peu équivalents, mais il n'y en a pas énormément. On est sur un rendement entre 7 et 9%, et on vous donne un peu voilà, on vous donne un peu l'état du marché. Ce qu'il faut avoir en tête, et si vous voulez, ce que je voulais vous montrer dans cet exemple-là, c'est qu'on est quand même sur un produit qui amène une rentabilité qui est pas inintéressante. Après, bien sûr, il faut aller au-delà de l'étude. La première chose qu'on peut faire en regardant sur Internet, effectivement, un petit peu ce que ça donne, c'est tout bêtement de regarder le prix qu'on peut trouver sur Meilleur Agent. Et là, effectivement, en regardant ces prix, on arrive finalement, si on prend
l'hypothèse basse de prix au mètre carré de 1300 euros, du mètre, on se rend compte que on pourrait potentiellement vendre finalement à 300 à 1000 euros, donc un petit peu au-dessus du prix proposé par le marchand de biens. Et puis si on regarde les loyers, pareil, on retombe en fait dans les ratios qui sont présentés. Alors, la question est-ce fait pour vous? En fait, et c'est là où le gestionnaire de patrimoine est intéressant, chaque personne finalement a ses projets de vie, ses opportunités, ce qu'il recherche à court, moyen, long terme. Un projet comme ça peut être bon de façon intrinsèque, mais pas bon pour l'objectif que la personne cherche à poursuivre. Et donc, si vous voulez, le challenge, c'est finalement quand on va sur des opérations en cash flow encore plus dans l'univers qu'on vit aujourd'hui, c'est d'aller regarder si par rapport à ce qu'on vise, on est sur quelque chose qui est intéressant. Cette opération, si vous voulez, d'un point de vue achat, prix au mètre carré, on n'est pas trop mal, même si je pense qu'on peut encore négocier. Si on regarde d'un point de vue rentabilité, on est pas mal. Les deux grands risques, finalement, le premier, ça va être un risque potentiellement de vacances locatives, même si aujourd'hui ça ne s'est pas produit sur les 5 dernières années, c'est quand même un risque dans des petites zones géographiques. Le deuxième risque, qui n'est pas inintéressant non plus, c'est de se dire que si un jour on veut revendre, on est potentiellement sur quelque chose qui peut rester en vente pendant un an et demi, et dans ces cas-là, se pose la question de se dire, est-ce que je suis capable d'assumer ce truc dans ce laps de temps? Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec les taux du marché, si vous faites un crédit en ce moment, même en étant à 3 ou 4% sur la somme qu'on a vue ensemble sur 25 ans, vous allez quand même avoir un cash flow positif de 500, 600, 700 euros en fonction des conditions de négociation et du montant d'apport que vous avez fait. Donc, ça peut vraiment aider des gens à avoir un vrai revenu complémentaire et construire du patrimoine à côté. Maintenant, le challenge, en fait, il est de se dire, et c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de vous dire, à chaque fois que vous voyez une opération, est-ce que ça correspond à mon objectif court, moyen, long terme? Et ensuite, l'opération en tant que telle, est-ce que cette opération peut me servir? Dans un bien de cette nature, si moi, par exemple, je devais me positionner, la première chose que je ferais, bien sûr, c'est d'aller, alors de contacter le marchand de biens pour voir si j'ai un peu de marge de négociation par rapport au prix proposé. Et le deuxième chose que je ferais, c'est je prendrais ma voiture et j'irais sur place et je passerai peut-être une journée, 2 journées, 3 journées sur place. Le but étant de m'imprégner de la zone géographique, de regarder comment les choses fonctionnent et de me faire mon avis pour décider en pleine conscience, est-ce que j'ai envie de me lancer pour faire cet investissement. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de ne pas hésiter à me les envoyer par mail ou à retourner vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour votre attention et j'espère que ça pourra vous donner de belles idées pour la suite. Merci et je vous souhaite une très belle soirée.